France et Cécile, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est pas la même ligne que dans le Père Noël est une ordure, mais c'est une vraie ligne dans la vraie vie, puisque c'est votre association qui a conçu cette affiche. Vous venez de la part du Centre de prévention du suicide. Mmh. Alors Cécile, qu'est-ce que vous faites au Centre de prévention du suicide ? Alors, je suis la chargée de communication du centre. Donc, effectivement, je mets en place ce genre d'affiche, ce genre de campagne pour faire connaître le centre et ses services. Et puis, évidemment, pour faire un appel aux bénévoles pour répondre sur cette ligne d'écoute qui est très importante. Et donc, c'est important pour nous d'avoir des bénévoles. Vous avez combien de bénévoles aujourd'hui ? On a une 60aine de bénévoles chaque année. Alors, il y en a, chaque année, il y en a une quinzaine qui part, et donc il y en a une quinzaine qui arrive. Alors, parmi ces bénévoles, il y a Franz. Bonjour Franz. Bonjour. Franz, hein, je le prononce correctement. Oui, Franz avec un S. Ah, Franz. Franz. Merci d'être venu nous parler aussi. Et vous êtes écoutant bénévole ? Oui, je suis écoutant bénévole depuis déjà 15 ans. Et c'est un bénévolat vraiment extrêmement riche, tellement il m'apporte, moi, des satisfactions, parce que je découvre, au travers des appels que je reçois, d'autres personnes. C'est toujours l'inconnu. Quand quelqu'un appelle, c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça fait la richesse de ce bénévolat, des entretiens qu'on a, d'être disponible, de favoriser l'écoute. Et pour favoriser l'écoute, c'est une grande tolérance, aucun jugement, et laisser venir la parole, en essayant de la favoriser, en se centrant sur... On se rend compte qu'il y a des choses importantes qui sont dites dans une conversation, et relever, pas tout de suite, mais par exemple après, pour que la personne aille plus loin. Ouais, on essaye. Et ça donne souvent des résultats assez curieux, non enrichissants, parce que la personne nous parle de façon anonyme. C'est des appels toujours anonymes. Et quand c'est anonyme, on peut s'exprimer, je pense, de façon beaucoup plus large. Dire des choses qu'on ne dirait jamais même à un ami proche, parce qu'on sait que c'est anonyme. Et c'est très sécurisant pour la personne. Et je pense aussi pour l'écoutant. Pour l'écoutant qui reçoit des choses parfois très dures. Mais quand l'entretien est terminé, c'est pas comme une psychothérapie où on revoit la personne, on sait qu'on va la revoir. Ici, c'est l'entretien qui compte. Et on serait étonné du nombre de choses qui peuvent se passer en entretien quand ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, c'est chaque fois une aventure. Et je vis cette aventure depuis 15 ans et je suis pas prêt de la quitter. Très important ce que vous venez de dire, vous parliez de non-jugement. Est-ce que c'est ça le principe central de l'écoute, c'est d'accueillir la parole de l'autre sans la juger ? Oui, bien sûr, sans la juger, en faisant fi de ces a priori qu'on pourrait avoir, parce qu'on a tous des a priori, et d'où l'important de la formation qu'on reçoit, d'où l'important des supervisions auxquelles on peut s'exprimer, qui peuvent parfois être... pas facile, parce que ça met aussi en cause notre personnalité, ça met aussi pas en cause, mais ça met aussi on peut être devant des difficultés parce que ça nous... C'est confrontant. C'est confrontant et ça peut nous toucher parfois très fort. Mais moi je sais aussi que c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre que j'entends. Et même si je suis touché, et heureusement que je suis souvent touché, il y a cette distance qui permet de continuer à être bénévole sans être envahi et blessé parfois. C'est pas évident, mais c'est passionnant. Je vous assure. Qu'est-ce qui vous a mené il y a 15 ans à intégrer le centre, ou à vous proposer comme écoutant ? Mais j'ai travaillé comme bénévole à Téléaccueil pendant pas longtemps, quelques mois. Téléaccueil, c'est une autre structure aussi d'écoute, c'est ça ? Oui, c'est le 107 Téléaccueil. Vous connaissez pas c'est plus généraliste. Ah bon, ça c'est dommage. C'est très généraliste. Beaucoup de personnes appellent Téléaccueil et puis appellent notre centre aussi, parce que
on a aussi un rôle d'écoute de personnes qui ne vont pas nécessairement se suicider ou qui n'ont pas l'intention de se suicider. Et ça, c'est un autre aspect de notre rôle. C'est face à la solitude de notre société, la solitude de beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, ou même, face à la solitude, la présence d'une ligne téléphonique qui répond, comme vous dites, sans jugement, et qui écoute, en prenant le temps aussi, ce qui est aussi un problème dans les relations entre les gens, c'est la course perpétuelle. Je ne suis pas écouté, je ne suis pas entendu. Dans ma famille, auprès de mes parents, auprès de mes enfants, c'est pas évident, c'est la vie quotidienne. Et ici, on prend le temps. Et alors, il y a des personnes qui appellent, c'est ce que moi j'appelle les appels un peu occupationnels. Mais c'est très important, ces appels, parce que on pourrait croire que, avec ces lignes d'écoute comme Téléaccueil, comme le Centre de prévention du suicide, SOS Amitié, je crois qu'il y avait une ligne, je ne sais pas si elle existe encore, que les personnes isolées ou seules qui n'ont pas de contact utilisent ces lignes d'écoute en passant parfois d'une ligne à l'autre, et que ça crée une nouvelle dépendance, si vous voulez, une nouvelle lassitude qui est dépendre d'une ligne téléphonique. C'est possible, mais ça répond à un besoin, et je pense que ça répond à un besoin social qui est parfois ce désert dans lequel certaines personnes vivent, les personnes âgées aussi. Et donc cette écoute-là qu'on a avec des personnes qui ne sont pas nécessairement suicidaires est aussi très important. Alors bien qu'on s'appelle Centre de prévention du suicide, notre rôle est plus large. Et chez Téléaccueil, où j'étais avant, j'ai préféré changer justement pour avoir ce créneau du suicide. Et bon, dans mon expérience professionnelle précédente, je travaillais déjà à la ligne d'écoute quand j'étais en activité, mais je suis retraité. Et dans le travail que j'avais, au sein de mon entreprise, il y a eu plusieurs suicides qui m'ont touché. Et voilà, donc c'était quelque chose où je me sentais concerné. Est-ce que c'est assez fréquent, ça, Cécile? Est-ce que souvent les bénévoles viennent pas tout à fait par hasard? C'est parce qu'ils s'intéressent quand même à cette question. Quel est un peu le profil des gens qui viennent, en fait? Alors, le bénévolat en Belgique a beaucoup changé ces 5 dernières années. C'est la Fondation Robaudouin qui a sorti un rapport. Et c'est vrai qu'avant, c'était plutôt des personnes un peu plus âgées, des pensionnés, qui ont le temps. Aujourd'hui, le bénévolat se rajeunit. Oui. Et c'est vrai qu'on a, je pense, une majorité quand même de jeunes étudiants, en psychologie d'ailleurs, qui sortent des études et qui, en attendant de trouver un job, font une activité qui leur apporte quand même quelque chose, évidemment. Et nous, on essaye de varier le bénévolat, de ne pas avoir que des jeunes. On aimerait évidemment avoir un bénévolat beaucoup plus large, avec tout type de répondants, parce que chacun apporte sa personnalité et apporte quelque chose de différent à ceux qui nous appellent. On imagine quand même qu'il faut certaines ressources humaines. Alors oui, il faut une ressource humaine, il faut clairement avoir de l'empathie, il faut être quand même bien dans ses baskets, parce que c'est un thème compliqué. Franz le dit mieux que moi, mais c'est clair qu'on entend des vies qu'on ne peut même pas imaginer quand on n'a pas vécu ces souffrances-là. Je voudrais peut-être ajouter à ce que Franz disait, c'est que les personnes suicidaires, pas les autres, parce que sur la ligne, comme il le disait, il y a une large gamme de personnes qui appellent, mais celles qui sont suicidaires, celles qui ont des idées suicidaires, sont en souffrance. C'est-à-dire que le suicide, c'est pas un choix. C'est que on souffre tellement qu'on n'en peut plus et qu'on n'arrive plus à trouver de solution et que du coup on décide quelque part de se donner la mort. Mais c'est pas une volonté de mourir du tout en fait. C'est une volonté d'arrêter les souffrances. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment terrible en fait quand on y pense. Et c'est vrai que cette ligne permet justement c'est un sas où on peut dire tout ce qu'on pense et on est reçu comme on est en fait, avec sa souffrance qui est comprise. Et donc on peut s'exprimer, on peut dire tout ce qu'on veut. Et donc on espère évidemment que ça aide les gens qui ont des idées suicidaires. Avec l'aspect du non-jugement, pardon, qui est très important. Je rappelle parce que ne pas croire qu'en appelant on
on va essayer de nous convaincre de se faire soigner, etc. C'est vraiment une écoute très écoute active, mais très ouverte. Et on part du principe que la personne, si elle appelle, c'est qu'elle fait le choix d'être encore en relation, en tout cas à ce moment-là, quel que soit son choix par la suite. Il ne s'agit pas de lui imposer quelque chose, mais de l'accueillir vraiment avec sa souffrance parce qu'on estime qu'elle a besoin de s'exprimer. C'est ça ? Oui, moi je dirais que une personne qui appelle, elle a déjà fait un choix de téléphoner. Donc même si elle est en période avec plein d'idées suicidaires, elle appelle un centre qui s'appelle Centre de prévention du suicide. Donc il y a là une ambiguïté sur laquelle on peut lui faire remarquer, et ça c'est important, cette appellation, moi je pense qu'on doit absolument la garder, cette notion de prévention du suicide, puisque c'est notre rôle, et le fait qu'on appelle un centre de prévention, c'est déjà pas innocent. Et donc là-dessus, c'est quelque chose, dans les difficultés qu'on peut avoir avec la personne, pour qu'elle s'exprime, c'est de lui relever que nous appelons centre de prévention du suicide et qu'elle nous a appelés. S'appuyer là-dessus, quoi. Oui, s'appuyer là-dessus. Et alors je voulais aussi dire, on parle de non-jugement, etc., bien sûr, mais on ne sait pas ce que va dire la personne. Et ça, c'est une découverte pour nous, écoutant bénévole, parce qu'on découvre des mondes dont on n'a pas idée. Des personnes qui ont des problèmes psychologiques, qui sont mal, et c'est leur univers j'allais dire qu'on intègre, c'est peut-être pas trop fort ça, mais qu'on apprend, et ça ouvre nos horizons. Et c'est une richesse, c'est un bénévolat qui est assez extraordinaire, je trouve. C'est pour ça que je le fais depuis longtemps, tellement il apporte plus que simplement l'écoute. Il apporte, à titre personnel, une grande richesse. Six personnes se suicident chaque jour en Belgique. Ne laissez pas le pire arriver. Soyez le premier à décrocher. Devenez écoutant bénévole au Centre de prévention du suicide. Alors, comment on devient bénévole au Centre de prévention du suicide, Cécile ? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'assister à une réunion d'information. Il y en a environ 3 par mois. Elles sont indiquées sur notre site internet. Et donc, pendant cette réunion qui dure 1 heure, c'est une psychologue qui explique justement à quoi va correspondre ce bénévolat. Le site, c'est préventionsuicide.be, disons-le tout de suite, comme ça. Exactement, vous avez raison. Et c'est vrai que ça permet donc de préparer la personne à ce qui va l'attendre, quoi, à quoi elle s'engage. Parce qu'effectivement, c'est un bénévolat qui est assez exigeant. C'est une formation. Ensuite, après cette réunion d'information, on demande aux candidats de remplir un questionnaire pour savoir un peu plus leur motivation, les choses comme ça, qui est lu ensuite par encore les psychologues de l'équipe, pour savoir si la personne est prête à faire ce bénévolat. C'est pour l'équipe, mais c'est aussi pour le candidat, évidemment. Et ensuite, il intègre une formation. Alors, cette formation est donnée donc par les psychologues du centre, qui sont spécialisés sur le suicide, justement. Elle dure 3 mois. Alors, 3 mois, c'est entrecoupé. Évidemment, c'est pas 3 mois à temps plein. À temps plein, du tout. C'est 1 journée par semaine. Mais du coup, ça prépare déjà au bénévolat, parce qu'on demande une répondance de 16 heures par mois à chaque bénévole qui a suivi la formation. Donc c'est vrai que c'est quand même un engagement. Enfin, ils sont très souvent... 4 heures par semaine. C'est 4 heures par semaine. Ça se passe au Centre de prévention du suicide. Donc c'est vrai que cette formation donne déjà l'idée de ce que peut être le rythme du candidat bénévole. Il vient de chaque semaine au centre se former, comme il viendra ensuite chaque semaine au centre répondre sur la ligne. Donc c'est une formation qui est assez dynamique. Il y a un tout petit peu de théorie évidemment au départ sur le suicide. Et puis ensuite il y a des jeux de rôle, des mises en situation directement entre eux. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis ensuite au bout de 2 mois, il y a une écoute sur la ligne avec des anciens bénévoles. Et puis le candidat en formation vient écouter pour voir comment ça se passe réellement. Et puis au bout de 3 mois, normalement le bénévole, le candidat est prêt à être écoutant bénévole au centre.
Et donc il commence son écoute. Et alors ensuite, Est-ce qu'il est encore en binôme à ce moment-là ou il est non, à ce à un moment donné, moment-là, il est tout seul? sauf si évidemment il le souhaite et qu'il Oui, voilà, à son rythme, chacun. Ouais. chacun son rythme. Mais normalement là, il est seul sur la ligne. Et alors par contre, il est suivi. Et donc tous les mois, il y a des supervisions, soit en individuel, soit en groupe. Et donc on demande au candidat de participer à ces supervisions avec une psychologue pour pouvoir parler de ce qu'il a vécu sur la ligne, pouvoir raconter les anecdotes difficiles, moins difficiles, pour être sûr que le candidat n'est pas mis à mal. Prendre soin de l'écoutant aussi, quoi. C'est exactement ça. C'est pour prendre soin de l'écoutant, ces supervisions qui sont obligatoires. Et quand l'écoutant vient au centre de prévention, est-ce qu'il est seul ou il y a d'autres personnes en même temps? Enfin, comment Dans les permanences, c'est ça? Comment ça s'organise? Alors nous c'est une ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc clairement, la nuit, il n'y a pas l'équipe qui est là. Et le week-end non plus, a priori. Hein. Donc c'est vrai que la nuit et le week-end, les écoutants sont seuls dans leur bureau. Alors c'est une maison qui est éclairée, hein, qui est assez conviviale quand même. Mais donc c'est vrai que pendant ces gardes-là, les écoutants sont seuls dans la maison. Sinon, il y a effectivement toujours le staff, plus ou moins nombreux évidemment. Et par contre, ce qu'on laisse aussi aux écoutants bénévoles, c'est 2 GSM de psychologues. Elles peuvent être contactées à tout moment, si jamais il y avait un souci sur la ligne, pour justement les soulager aussi en cas de difficulté. Ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore assez de bénévoles. Peut-être on pourrait imaginer qu'ils soient en binôme ou en trinôme s'il y avait plus de bénévoles. On a 2 lignes. On pourrait avoir 2 bénévoles en même temps. En même temps, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels, donc ça pourrait être envisageable. Aujourd'hui, on essaye quand même de remplir notre mission première, qui est une ligne 24 heures sur 24. De remplir déjà les créneaux. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est ça, parce qu'ils sont pas tout le temps remplis. Effectivement, dans les heures matinales ou j'imagine. Et voilà, c'est plutôt, je dirais, pendant les vacances, Ouais. notamment les vacances de Noël. Vous avez un besoin pendant les vacances de Noël, forcément. On a un besoin de toute façon régulier, hein, pour qu'ils puissent, prendre des pauses aussi, parce qu'on propose à nos bénévoles, hein, c'est quand ils ont, on a chacun nos vies et on a des périodes plus ou moins remplies, et parfois les bénévoles ont besoin de faire une pause, 2 mois, 3 mois, et donc voilà, si l'équipe est très complète, ça permet à tous d'aller plus à son rythme, on va dire. Et c'est des créneaux de combien d'heures du coup? Alors c'est à leur convenance, il me semble, mais on propose 4 heures, et en tout cas 2 heures minimum, parce que c'est vrai que chaque appel dure à peu près une demi-heure. Et donc effectivement, ça sert à rien de venir pour une demi-heure, 1 heure. Il ne s'agit pas de partir en cours de route, de dire excusez-moi, je vous laisse, j'ai piscine, mais voilà, bon courage. Ce serait un peu abrupt. Mais voilà, et puis en plus je pense qu'il y a tout un travail interne à faire finalement quand on rentre dans ce bureau, quand on se prépare à écouter sur la ligne. Et donc, ça sert à rien de venir pour 1 heure. Hein. Je pense qu'il faut être là au moins 2 heures. Et puis il y en a quelques-uns qui font 4 heures. Mais ça, c'est à la convenance du bénévole, évidemment. Moi, je fais toujours 4 heures. Je trouve que c'est un bon tempo. Et alors, c'est important, vous parliez du local. La porte, une fois qu'on franchit la porte est fermée, personne ne pourrait venir nous déranger pendant ces 4 heures. Et c'est presque symbolique. Le fait de franchir cette porte, c'est aussi laisser ses soucis, ses tracas derrière la porte. Et se rendre disponible. Se rendre disponible. Et c'est très important de bien s'installer. Et puis, à partir du moment où on décroche, moi, par exemple, je ferme toujours les yeux quand j'ai écoutant ça, je rentre alors plus dans l'appel. C'est ma façon à moi de me rendre disponible et j'aime bien. Et alors, il me semblait avoir lu quelque part, mais c'est peut-être plus vrai ou pas toujours vrai, que c'est pas un bénévolat dont on parle beaucoup autour de soi, parce que c'est important pour pour préserver la possibilité à chacun d'appeler cette ligne qu'on ne sache pas forcément. C'est-à-dire que les gens autour de soi, je vois... Alors, non, c'est tout à fait vrai. On demandait à nos bénévoles de ne pas parler de ce bénévolat. Ça devait rester totalement secret. C'était pour respecter l'anonymat. Ouais. Exactement. Voilà. Maintenant, on s'est quand même dit, il y a, je pense, 1 an ou 2, que c'était possible de l'ouvrir.
et maintenant, aujourd'hui, nos bénévoles peuvent en parler, peuvent le mettre dans leur CV, parce que, mine de rien, le bouche à oreille est aussi un mode de recrutement hyper important, parce que qui mieux que nos bénévoles savent parler et valoriser leur bénévolat, enfin le travail qu'ils font. Hein. Donc, d'ailleurs, j'en profite. Je vous remercie tous, les bénévoles, au Centre de prévention du suicide, mais tous les bénévoles en général, parce que c'est vraiment formidable ce que vous faites. Et donc voilà, donc ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Oui, ce serait peut-être se priver quelque part d'un moyen de... Parce qu'on rappelle, le suicide, ça peut toucher tout le monde. Absolument, c'est peut-être la première idée reçue. Alors ça, c'est notamment chez les jeunes, quand on veut faire la prévention du suicide chez les jeunes, on essaye de dire aux professeurs qu'on voudrait sensibiliser. Et c'est vrai qu'ils ont trop peur qu'en parler ne pousse le jeune à passer à l'acte, ce qui n'est absolument pas le cas. Au contraire. Alors, au contraire, je ne sais pas non plus si c'est une vérité. En tout cas, oui, il faut pouvoir en parler, libérer la parole, mettre les mots sur ce que vit, ce que ressent la personne, en fait. Hein. C'est très important. Et qu'il y ait des espaces pour ça, parce que c'est pas toujours évident de s'ouvrir d'idées suicidaires à son entourage. Par définition, c'est même presque impossible. Alors, c'est presque pour ça qu'a été créé le centre, en fait. Hein, parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Et il est tabou parce qu'il est mal connu. Les gens ont peur du mot suicide parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas souvent ce que l'autre vit. Et puis, ils ne savent pas comment réagir. Que dire face à une personne suicidaire ? C'est vrai que c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que le centre a été imaginé. Donc, d'abord, pour offrir un espace d'écoute avec la ligne, en 1970, je pense. Et puis alors ensuite, dans les années 2000, on a ouvert le centre avec d'autres services, notamment notre service formation. Maintenant, donc on fait des IFC, donc, et puis on forme toutes les entreprises qui souhaitent, ou les collectivités en général d'ailleurs, qui souhaitent être mis un peu au courant sur ce que c'est que le suicide, le processus suicidaire, comment réagir face à des personnes suicidaires, voilà. Alors les personnes suicidées sont plus là pour nous en parler par définition, mais il y a les personnes qui ont fait des tentatives de suicide qui n'ont pas abouti. Et je crois que c'est aussi une autre idée reçue qui est importante à rappeler, c'est pas parce que souvent il y a une forme de dénigrement, il y a une espèce d'idéalisation du suicide réussi entre guillemets parce qu'il a été abouti. Puis à l'inverse, tentative de suicide, on dit oui, si les gens voulaient vraiment en finir, ils n'y arrivaient pas. En fait, il n'y a pas de corrélation. C'est une autre idée reçue, c'est-à-dire que un suicide peut être abouti ou non, indépendamment du désir profond de la personne de se suicider. Tout à fait, tout à fait. C'est jamais du cinéma ou quoi que ce soit. C'est à prendre au sérieux en tout cas. Toutes les tentatives de suicide sont à prendre au sérieux. C'est un appel à l'aide. C'est la personne se sent pas bien et au moment où elle l'a fait, elle a besoin d'aide. Tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le prendre. De même que parler du suicide, parce qu'il y a aussi des personnes qui disent bon, alors si on parle du suicide, c'est qu'on n'est pas vraiment sérieux, quoi. Et alors voilà, le fait de dire si quelqu'un veut vraiment se suicider, il en parlera pas. C'est un peu l'inverse. En fait, on sait que la plupart des personnes qui sont suicidées en ont parlé, ont essayé d'en parler en tout cas. Oui, aussi. Moi, je trouve que c'est important. La parole libère. Et le fait d'aborder un sujet tabou, on parlait des jeunes, eh bien on est étonné que si cette parole vient de l'extérieur, d'un adulte, des réactions où ils vont pouvoir parler de leurs idées suicidaires et qui n'auraient jamais eu l'idée de le faire s'ils n'avaient pas eu cette opportunité en écoutant un adulte ou le centre de prévention qui vient faire des conférences dans les écoles. Ou la radio Panique, le matin. Panique, bien sûr. Et je voulais donner un exemple, ça me faisait penser à... J'ai eu un appel d'une jeune femme qui avait été violée. Et le viol est quelque chose de terrible au niveau des idées suicidaires qui suivent parfois des dizaines d'années plus tard. C'est quelque chose qui marque profondément et qui est très tabou. Il n'y a pas que l'idée de suicide qui est tabou. Le fait d'avoir été humilié, blessé comme ça, c'est pas facile d'en parler. Et j'ai eu une personne qui m'en a parlé, donc elle n'en avait jamais parlé à personne. Et alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que nous avons un carnet des bénévoles, c'est-à-dire que des personnes appellent et nous pouvons marquer, tout ça est anonyme, pour les personnes qui nous suivent. Ce carnet des bénévoles est d'ailleurs uniquement réservé au personnel. Et j'ai lu quelques jours plus tard que cette personne avait rappelé
et avait dit, tiens, j'ai eu quelqu'un au téléphone et depuis que je lui en ai parlé, je peux maintenant en parler. Ah, je trouvais ça extraordinaire. Alors, rien que pour ça, je continuerai à être bénévole encore longtemps. Mais je voulais dire, par là, on ne sait pas ce qui se passe après, sauf parfois des choses comme ça. On a aussi, par exemple, dans le carnet des bénévoles, j'avais aussi lu, c'est une mère qui nous a téléphoné, sa fille s'était suicidée. Et elle téléphonait au centre pour remercier le centre en disant, bon, ma fille s'est suicidée, je sais qu'elle vous parlait régulièrement et que ça lui faisait beaucoup de bien. Hélas, elle a mis fin à ses jours, mais c'était touchant d'entendre, je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai entendu, cette réflexion de cette mère remerciant le centre pour avoir essayer d'aider et avoir un contact, parce que c'est le problème de cette solitude, des personnes qui ont des idées noires et qui les retournent dans leur tête, et qui ont besoin d'en parler, et c'est pas évident. Et avoir été présent, c'est ça en fait, quelle que soit l'issue en fait. Il y avait un document il y a quelques années qui était paru, et je pense qu'il doit être disponible sur votre site aussi, qui s'appelait Paroles d'écoutants, et qui était un recueil de paroles de bénévoles écoutants dans plusieurs structures en Belgique, peut-être en France aussi, je sais plus, mais en tout cas c'était en Belgique, c'était paru. Et c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le travail d'écoutant à cette occasion-là. Et c'est un recueil qui était très lumineux, un peu en écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur la richesse que c'est d'écouter les gens. Et c'est vraiment d'être là, présent pour eux. Et même s'il y a des choses très tragiques parfois au bout du fil, je veux dire, quelqu'un qui vous dit maintenant je saute et puis vous n'entendez plus rien, ça peut être assez traumatisant. Mais en même temps, c'était ça aussi. C'était quelque chose de très radical en fait, d'être présent à l'autre. Entièrement, et parce que c'est ça ce que vous disiez aussi, on a peur du suicide en fait, on n'ose pas en parler parce que ça nous fait trop peur, mais c'est pas une raison pour ne pas en parler. On rappelle peut-être la ligne avant de réécouter une chanson, la ligne de la prévention du suicide. Voilà, donc anonyme, gratuite, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le 0800 32 123. C'est valable aussi si on parle pas français, ou il y a d'autres lignes dans ces cas-là Alors, pour d'autres langues? Oui, c'est une bonne question. Nous, c'est une ligne francophone. C'est la seule ligne francophone en prévention du suicide en Belgique. Oui. Mais il y a effectivement une ligne néerlandophone. C'est le 1813, le numéro. Et alors, il y a aussi une ligne allemande. Mais il va falloir aller sur notre site pour voir le numéro. Ça va, mais effectivement, on peut trouver les informations assez facilement sur le site. On écoute une chanson? Mais moi, je me posais une question. Ah oui, vas-y. Poser avant de l'oublier, parce que c'est bien mon genre. On entend pas mal ces dernières années qu'il y a de plus en plus de suicides qui sont liés au travail. Qui ont lieu éventuellement sur le lieu de travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer? Est-ce que ça donne lieu du coup à des démarches de prévention spécifiques dans le travail avec les entreprises? Est-ce qu'elles sont ouvertes à ça? Alors c'est compliqué de répondre à votre question parce qu'on ne sait pas précisément. Vous savez que tous les chiffres qu'on a de toute façon sont sous-estimés. Et que toute la vérité n'est pas toujours dite autour de ces chiffres-là. Parce qu'il y a certains décès qu'on ne déclare pas en suicide. Exactement, pour diverses raisons d'ailleurs. Mais alors, il se trouve qu'on en parle beaucoup plus des suicides qui ont lieu sur les lieux de travail, et qu'il y a une loi qui est passée, je pense même qu'elle date de 2017, et qui oblige les entreprises maintenant à avoir alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est un dispositif. Voilà, un dispositif spécifique pour les employés. Et donc, on a eu des personnes de confiance qui sont formées et auxquelles les travailleurs peuvent venir s'adresser, indépendamment de la hiérarchie. Et c'était créé par une loi belge. Ça existe depuis déjà une vingtaine d'années, mais on en a reparlé récemment. Il y a eu beaucoup de suicides en France dans les milieux de travail, et là il y a eu beaucoup d'échos de la presse en Belgique. Ça n'est pas tellement revenu, mais c'est en France que ça a été dans certaines entreprises. Mais dans les grandes entreprises, parce que du coup, mettre en place un dispositif comme celui-là, c'est quand même pour déjà une entreprise qui a une certaine taille, alors qu'il peut y avoir des violences au travail dans des toutes petites entreprises. Mais vous dites on en parle plus, c'est pas forcément que ça se passe plus, c'est ça le mystère un petit peu. C'est ça que vous vouliez dire, Cécile, ou... Oui, effectivement, je sais pas bien
je ne sais pas si quand on déclare un suicide, on dit... le suicide, c'est multifactoriel. Il faut commencer par là. Il n'y a jamais une raison pour laquelle on se suicide. Donc c'est vrai que les personnes qui se suicident sur leur lieu de travail, on peut imaginer qu'il y a une sorte de harcèlement, de burn-out, de tout ce qui est lié à la souffrance au travail. Mais c'est peut-être aussi finalement le décès d'une grand-mère qui va faire que la personne passe à l'acte ce jour-là sur son lieu de travail. Enfin, voilà, c'est multifactoriel. Et la maladie mentale aussi, bien sûr. Enfin, toutes les souffrances en fait. Absolument, absolument. Il y a énormément de raisons de souffrir dans la vie. Ça concerne tout le monde, du coup. On est d'accord, le suicide ne touche pas une catégorie. Vraiment pas. Les hommes plutôt que les femmes. Ne touche pas une catégorie sociale. Même si les hommes se suicident plus, mais alors c'est plutôt lié aux formes, aux moyens qu'ils s'emploient pour se suicider, c'est ça ? Oui, alors, 2 choses très importantes. Le suicide touche tout le monde. On est tous... tout au long de notre vie, on peut avoir un passage d'idées suicidaires. Ça ne veut pas dire non plus que... Mais enfin, voilà, c'est toutes les catégories sociales, culturelles, voilà, tout le monde... C'est universel. C'est malheureusement tout à fait universel. Et alors, la deuxième... voilà, c'est vrai que dans nos statistiques, les personnes les plus touchées par les décès par suicide, ce sont les hommes entre 40 et 60 ans. Alors... effectivement, pourquoi ce chiffre ? Sans doute par les moyens létaux qu'ils utilisent, évidemment. Peut-être aussi, ça rejoint un peu la question sur le travail. C'est une période où l'homme est à un pic un petit peu de sa carrière professionnelle, on va dire. Donc ça joue peut-être aussi. Mais toujours est-il que c'est multifactoriel et que... Et effectivement, c'est un fait social. C'est ce que vous vous rappelez aussi, on le sait depuis l'étude de Durkheim. Je ne sais pas de quand ça date, mais ça fait... un bon siècle et quelques. Oui, tout à fait. sur le fait que le suicide, c'est la chose la plus éminemment individuelle et intime du monde. Et en même temps, il y a bien des déterminants sociaux, puisqu'il y a des pays où on se suicide plus que d'autres, il y a des époques où on se suicide plus que d'autres, il y a des périodes de l'année. Alors, contrairement à une idée reçue, la période des fêtes n'est pas forcément plus propice au suicide. Non, c'est vrai, c'est une idée reçue. Là encore, quand on regarde les chiffres, malheureusement, ils sont stables tout au long de l'année, à peu près. Il n'y a pas un mois spécifiquement, et sûrement pas le mois de décembre, en tout cas. Ça dépend des années. Une année, ça peut être décembre, mais l'année suivante, ce sera mai, et puis ensuite juin. Je me rends compte qu'on a complètement oublié de passer. Moi, j'étais repartie du coup à revenir sur les écoles, etc. Parce que donc c'est quand même assez rare du coup qu'un professeur vous invite ou accepte une proposition. Parce que je me disais c'est tellement essentiel d'avoir peut-être dans sa jeunesse un moment où on peut se rendre compte qu'en fait on peut parler de ça. Comme vous disiez tout à l'heure, d'ouvrir la parole là-dessus et de savoir tiens, on peut en discuter ou on peut être entendu. On n'est pas fou si on pense à se suicider quand on a 17 ans, que ça nous traverse l'esprit et donc de se dire, est-ce que c'est rare, est-ce que... Alors oui, évidemment c'est rare. Les directeurs ne veulent pas parler du suicide dans l'école, de peur, là encore, de donner des idées. Donc, et puis surtout les professeurs sont déjà, les enseignants en général, ils veulent pas forcément prendre cette responsabilité-là en plus, parce que même s'ils sont assez bien placés pour voir la souffrance chez un jeune, c'est vrai qu'il ne peut pas prendre cette responsabilité-là lui-même tout seul, quoi. Donc on essaie plutôt de former le personnel soignant, les infirmiers scolaires. Voilà qu'il y a dans les écoles. Le mot m'échappe. On dit infirmière scolaire en français. Avec le PMS. Les PMS, merci. C'est quoi ces personnels médico-soignants ? Centre psychomédico-social. Voilà, c'est ça. Voilà, qui sont à disposition dans les écoles. Psychomédico-social, oui, tout à fait. En fait, les écoles sont touchées par le suicide et les directeurs en particulier quand il y a un suicide d'un enfant dans leur école. Tout à fait. J'ai déjà eu une responsabilité. Pas mal, non, j'exagère, quelques appels après le suicide de personnes du PMS ou du directeur d'école ou de la responsable d'école qui téléphonait à la ligne de centre de prévention du suicide parce qu'ils étaient tellement perturbés par la mort d'un jeune. La mort d'un jeune, ça bouleverse toute l'école, ça c'est sûr. Toute l'école, et ça bouleverse le suicide d'un jeune. Si vous allez à un enterrement d'un jeune qui s'est suicidé, il y a des foules tellement tout le monde se sent responsable, concerné. C'est là aussi le problème du suicide, c'est la culpabilité collective des familles, des jeunes, des amis des jeunes
qui se disent j'étais pas là, j'ai pas compris. Et de toute la société plus largement, il y a quelque chose de l'ordre de cet ordre-là. Quelque chose de cet ordre-là. Alors je rebondis puisque oui. C'est vrai que c'est un service qu'offre le centre de prévention du suicide, c'est qu'effectivement on a quand même tout au long de l'année des appels de directeurs qui nous demandent d'intervenir directement, et alors dans ces cas-là on réagit dans l'urgence et on est présent, on se déplace dans les écoles et on met en place un protocole d'accompagnement après un passage à l'acte, abouti ou pas, pour savoir, pour redéfinir les rôles de chacun, qui doit faire quoi parce que c'est vrai que malheureusement comment réagir. Voilà, c'est dans l'urgence, dans un moment de crise, donc c'est compliqué, et donc on essaye d'accompagner les PMS, les directeurs, les enseignants et même les étudiants, enfin les élèves qui ont vécu le drame. Si par hasard des professeurs ou des directeurs d'école enseignants, nous écoutent, n'attendez pas un passage à l'acte. Appelez le centre de prévention du suicide. Alors n'appelez pas la ligne qu'on a donnée tout à l'heure, mais allez plutôt sur le site préventionsuicide.be, ou alors informez-vous au 0. Alors ça c'est la ligne pour les. Alors c'est le 0. Oui, le secrétariat c'est le 02 650 08 69. Voilà, ça c'est pour vous mettre en relation avec le centre de prévention du suicide. Est-ce qu'on a le temps d'écouter une chanson, Pierre? On prend le temps. On va prendre le temps. Et on écoute un morceau. C'est vraiment c'est quelque chose qui passe pas souvent sur Radio Panique, que tu as choisi, qui va faire plaisir à Julien parce qu'il est très très fan. On passe peu de Supertramp, qui a souvent la réputation d'être un groupe un peu ringard comme ça. Mais moi je passe Jodassin, donc j'ai pas peur de Supertramp. Mais voilà, donc sache Caroline, tu n'es pas seule. Youpi, il y en a Julien, d'autres qui écoutent Supertramp. Totale solidarité. Que vous n'êtes pas là pour donner des conseils. Non, bien sûr, on n'a pas dit, quand la personne nous appelle, parfois elle nous dit mais qu'est-ce que je dois faire? Et on va jamais leur dire il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Absolument pas. C'est par elle-même qu'elle peut envisager des solutions. C'est un grand mot, mais d'approfondir sa réflexion sur ce qui se passe, de trouver des ressources en elle, ouais. Oui, de trouver des ressources en elle. Retrouver son pouvoir aussi sur sa vie, quelque part. Mais c'est pas forcément des personnes, vous disiez, ça concerne des personnes aussi, les appels de tiers. Pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, il y a des personnes qui nous appellent en disant voilà, j'ai ma fille qui m'a parlé qu'elle voulait se suicider, ou ma fille, ou bien un ami, et ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ils ont besoin, bien sûr ils appellent pour quelqu'un d'autre, mais ils ont besoin que c'est eux qui nous appellent. Donc on ne peut les écouter qu'eux et leur dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est de voir un peu quel lien ils ont avec cette personne. C'est parfois très étrange, il y a des personnes qui appellent quelqu'un qui connaissent peu, mais sans doute qu'ils ont un bon contact avec lui, et puis ils lui mettent cette pomme de terre chaude dans les mains, qui est brûlante, en disant j'ai des idées suicidaires, et il y a une panique de la personne qui reçoit ça, et donc elle nous appelle. Et le fait qu'elle nous appelle, c'est très bien, parce qu'elle peut alors, on peut favoriser son cheminement à elle, et on est parfois étonné du résultat, que la personne se sent concernée par le suicide, pas toujours, mais concernée, et commence à parler d'elle et aussi à ce que ça évoque pour elle. C'est aussi parler du lien, quand c'est des parents, par exemple, mère et fille, du lien que la mère a avec sa fille et des difficultés relationnelles qui peuvent exister. Et donc c'est une occasion, avec justement ce non-jugement, en se centrant sur la personne qui appelle. On ne sait rien faire pour la personne qui n'appelle pas. Oui, on peut quand même, on ne donne pas des conseils, mais on peut toujours dire, écoutez, elle peut nous appeler, cette personne. 0800 32 223. Je relis le numéro parce que comme je n'appelle pas, je ne le connais pas. Alors j'en profite, Franz, pour dire que effectivement, un des messages que le centre veut faire passer de manière générale en prévention du suicide, c'est ne jamais rester seul. Et c'est vrai que les personnes pour tiers ont raison de nous appeler quelque part. Il ne faut pas qu'elles prennent la responsabilité d'être seule face à cette personne suicidaire. Il ne faut jamais rester seul. Il faut pouvoir en parler autour de soi. Quoi. Voilà, un jeune doit aussi pouvoir avoir une personne référente. Souvent, c'est pas les parents les mieux placés pour ce genre de choses. Donc il faut toujours avoir une personne référente. Et sinon, évidemment, le centre est là. Oui. Il y a toute la notion de culpabilité qu'il y a derrière ça, de la personne qui reçoit ça, qui ne sait pas quoi faire. La relation aux parents est quand même
tellement importantes. Et c'est vrai que les parents ne sont pas... les jeunes ont parfois des difficultés. Ils ne sont pas toujours les meilleurs écoutants. C'est pas les meilleurs écoutants. Mais c'est important c'est un lien profond, les liens parents-enfants. Et donc, comme c'est un lien profond, c'est toujours délicat. Enfin, c'est un lien profond qui confronte l'un et l'autre. Qui confronte l'un et l'autre. Non, puis pas définition. Je crois que quand on parle de relation parent-enfant, tout le monde se sent concerné. Normalement, a priori, sauf erreur, sauf mutant. Non, mais c'est parce que le parent a peut-être plus de mal à parfois reconnaître que son enfant le confronte à certains endroits et voilà, du coup, pouvoir regarder aussi à l'intérieur qu'est-ce qui résonne chez soi dans la difficulté que traverse son enfant. Quoi. Puis de toute façon, par définition... Ce mouvement de ricochet dont on parlait aussi. Oui, mais par définition, ça paraît quand même très difficile de s'adresser à un proche, que ce soit un parent, un ami proche, et de dire à quelqu'un qui tient à nous qu'on envisage le suicide. C'est peut-être plus facile, comme vous disiez, d'en parler avec quelqu'un qu'on ne reverra jamais, auquel on ne reparlera peut-être jamais. Je ne sais pas s'il y a des personnes que vous... alors, qui appellent régulièrement certainement, mais que vous avez vous personnellement au bout du fil. Comme vous disiez, c'est l'entretien one shot, ici et maintenant. Et c'est peut-être plus facile de se livrer dans ce cadre-là. Bien sûr, mais parler à quelqu'un qu'on aime, parents et enfants, ça n'aime pas toujours, faut pas charrier. Mais parler à quelqu'un qu'on aime, après avoir dépassé ses reproches, ou en disant ma mère m'écoute jamais, ou mon père il est jamais là, y arriver, c'est déjà quelque chose de très positif. Une guérison. Si ça se passe, et ça peut parfois se passer bien. C'est toujours on ne sait pas si ça peut se passer bien. Nous, on ne va pas conseiller en disant il faudrait parler à vos parents. Mais si la personne, en ayant parlé avec nous, peut s'ouvrir à des proches, on est plus dans la réalité. Et ça, c'est important. Parce qu'avec nous, on n'est pas dans la réalité. On est dans une espèce de bulle, dans une espèce de nuage très sympathique, très chaleureux. Mais c'est pas la réalité. Et les suicides, c'est une grosse réalité terrible. Et donc, arriver à plus de réalité dans ses rapports avec autrui, avec les proches, c'est important. Alors du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, pour le coup, conseiller ou s'astreindre à faire soi-même, essayer de pas avoir peur de mettre cette question plus régulièrement sur le tapis, simplement peut-être déjà en demandant aux gens autour de soi. J'ai écouté une émission il n'y a pas très longtemps sur Radio Klaxon, c'est la radio de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où ils font des ateliers d'autodéfense pour enfants, et ils disaient en fait on pose rarement la question aux gens, alors c'était aux enfants en l'occurrence, mais aux adultes aussi, de comment ils vont réellement en fait, et comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des personnes qui te mettent mal à l'aise, est-ce qu'il y a des situations qui te mettent mal à l'aise? Alors faut peut-être trouver des manières plus subtiles de dire ça que ce que je viens de faire là, mais ne pas avoir peur de... Parce que souvent on dit ça va, mais on ne veut pas vraiment savoir comment va l'autre. On a trop peur d'avoir une vraie réponse. Donc du coup, comme on sait qu'on veut pas la réponse, quelqu'un va vous dire oui, ça va très bien, et va masquer sa souffrance. Mais peut-être ça peut être déjà quelque chose à faire, d'être un peu plus attentif. Oui, moi j'ai envie de répondre. Je crois que c'est évident que dans notre société tout va très vite. On prend moins le temps les uns les autres de se parler, même de se regarder. Et c'est vrai que parfois un regard, un sourire, un bonjour, ça peut changer le cours d'une journée en tout cas. Et voire d'une vie, je veux dire. Et voire d'une vie, évidemment. Donc oui, il faut être à l'écoute de son prochain, c'est évident. Et donc ne pas juger, surtout, ça c'est aussi quelque chose de très important dans le suicide, ne jamais juger ce que peut ressentir la personne. Si elle dit qu'elle est en souffrance pour quoi que ce soit, il faut le prendre comme tel. Et puis être là pour elle. Donner des ressources. Il y a plusieurs ressources. Sinon, on ne peut pas accueillir la souffrance, alors on peut donner d'autres ressources. Il est 9h01 déjà sur Radio Panique, donc malheureusement l'émission est déjà terminée en réalité. Peut-être que... On a fait une belle traversée. C'était une chouette traversée. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir permis de parler de ce bénévolat. Merci à vous. Peut-être que c'est l'occasion de rappeler encore 2 numéros. D'abord, si vous voulez devenir vous bénévole, si ça vous a donné envie de faire comme France et de donner et de recevoir autant de richesses humaines, vous pouvez vous informer alors soit par mail à bénévolat@préventionsuicide.be, soit au 02 640 51 56. Je redonne le numéro 02 640 51 56. Mais le numéro peut-être qui est encore plus important, qu'on va redonner une dernière fois avant de se quitter, c'est le numéro de la ligne d'écoute du Centre de prévention du suicide. Voilà, le 0800 32 123. Il ne faut pas hésiter, c'est gratuit, c'est pour tout le monde.